Si dans vos rêves les plus fous, Panajou débarque chez vous pour vous proposer de vous prêter un 85 1.4 ou de garder votre 85 1.2, bon, concrètement, vous allez avoir un problème parce que vous allez devoir choisir entre les deux, mais la bonne nouvelle, c'est que cette vidéo va vous aider à faire le choix. Vous allez voir qu'il ne s'adresse pas aux mêmes personnes, ce sont tous les deux des très bons objectifs. Mais avant toute chose, on va aller chercher cet objectif et le tester sur le terrain, et je vous épargne du blabla avec cette voix off. Bon, comme vous imaginez, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Sans blague, personne n'avait dit que ça serait facile de toute manière. C'est quoi cette mini-voiture? Bon, on arrive dans un des plus beaux coins de Bordeaux, un endroit qu'on appelle le Triangle d'Or. Triangle parce que les 3 bâtiments les plus importants forment un triangle, et d'or, je vous laisse deviner pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est pas sans raison qu'on appelle cette zone le Petit Paris. Bon, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec l'amabilité des gens, la circulation ou la propreté de la ville. C'est beaucoup plus par rapport à l'architecture. C'est bon, je l'ai, le jour est en train de tomber, donc je vais pouvoir tirer le maximum de ce F1.4. La première chose qui saute aux yeux avec ce 85 mm, c'est qu'il est censé être parfait sur tout sur le papier. 85 mm, c'est ma focale préférée en tout point, et il fait 70% de mon travail en événement, en portrait, en photo de couple, même en photo de groupe, je préfère faire ça, parce que on n'a pas de distorsion, je peux faire des photos de loin, j'ai un joli flou de fond en gardant quand même une très bonne qualité optique. Bref, c'est un très bon compromis. Il m'a permis aussi de me débarrasser du 50 mm et du 70-200 que j'ai eu pendant un temps, et que j'ai depuis revendu parce que je n'en ai absolument pas besoin. Donc le 85 mm est un très bon objectif, et le 85 1.2 a très bien suivi dans le temps. J'ai été époustouflé par la qualité optique de cet objectif la première fois que je l'ai testé, et encore une fois aujourd'hui, à chaque fois que je post-prod une photo de cet objectif, je bénis le ciel d'avoir un si bon objectif. C'est vraiment un bonheur. Optiquement parlant, j'ai jamais testé mieux. Mais le 85 1.4 vient répondre à des problèmes qu'a le 85 1.2. La première chose, c'est que c'est un objectif de la gamme VCM, donc orienté plutôt vidéo. Le 20, 24, 35 et 50 mm de Canon font tous la même taille dans la gamme VCM, ont un très bon autofocus pour la vidéo, et en plus, ils sont censés faire le même poids. Alors ils sont tous avoisinant les 500 grammes, et ce que j'ai découvert, c'est que malgré ça, le 85 mm faisait 600 grammes, donc il est un petit peu plus lourd. Mais si vous stabilisez tout ça sur un gimbal électronique, c'est pas compliqué à stabiliser, c'est beaucoup plus rapide que si vous avez un machin d'1 kg et quelques à stabiliser dessus, que la plupart des gimbals ne peuvent juste pas les accueillir, et même quand ils peuvent, ça va vraiment les pousser à l'extrême, vous êtes obligé de le régler au poil, parce que sinon, ça va les déstabiliser. Donc le 85 mm n'est vraiment pas adapté à ça, et en plus l'autofocus en vidéo va se traîner. Alors j'utilise un R6, mais même avec un R6 2 et R6 3, il ne suivra pas autant, parce que ce qui va le limiter, c'est le moteur d'autofocus. Dans le cadre du 85 1.4, non seulement il est quasiment parfocal, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer d'angle de vue en faisant une mise au point de près ou de loin, mais en plus, son autofocus est extrêmement rapide. J'avais l'impression, en le testant en photo de rue, des conditions qui sont assez challengeantes, et puis de nuit en plus, qu'il était capable de sauter d'un sujet à l'autre avec une instantanéité. Il va quasiment aussi vite que mon œil. Je ne désirais pas un autofocus spécialement plus rapide que le 1.2. Maintenant, je sais à quoi ça ressemble, ça va être difficile de revenir au 1.2, je dois le dire. Et au-delà de son poids sur le papier et sur un stabilisateur, concrètement en prise en main, ça change aussi colossalement. Parce que ces 500 grammes là, quand vous les portez à bout de bras toute une journée de prestation, vous allez vraiment voir la différence. C'est un jeu que j'aime bien faire avec des invités de mariage qui me disent « Oh là là, ton matériel il a l'air d'être lourd » et je m'amuse à prendre le 85 avec son R6, au bout d'une sangle je suis pas fou. Quand il y a un flash dessus, c'est encore mieux, et je pose les 3 kilos dans les bras de la personne qui m'a posé la question pour voir un petit peu sa réaction. Ils sont toujours surpris parce que c'est un bloc de verre compact et ultra dense. On le sent à bout de bras à longueur de journée, et un 85 mm, c'est la première fois que j'en teste un qui soit si léger. J'ai eu un f1.8 EF il y a des années qui optiquement et niveau autofocus est à la traîne, mais depuis on a tellement évolué que je découvre qu'il est possible de faire les deux en même temps, même si ça vient avec quelques compromis. C'est ce dont on va parler derrière. Mais vraiment en prise de vue, dans la rue, avoir des passants, des vélos qui passent, des sujets qui viennent vers moi et de les prendre en photo comme ça, même en étant à une basse vitesse d'obturation, l'autofocus va instantanément accrocher et ne bouge pas. Et ça, c'est un bonheur. La deuxième chose qu'on repère la prise en main, c'est qu'il ressemble beaucoup au 85 1.2 sur les choses qu'il propose, c'est-à-dire une bague de mise au point qui est extrêmement fluide et qui fonctionne bien, même si elle est électronique, ça pose aucun problème, elle est instantanée, et une bague qui va gérer n'importe quel autre paramètre qu'on décide d'y associer, et qui, pareil, fonctionne très bien. Personnellement, je ne les utilise pas, je n'aime pas avoir ça, je préfère les avoir au bout des doigts sur mon boîtier directement, mais ça peut être très pratique pour certaines personnes qui sont habituées notamment à certains objectifs argentiques avec l'ouverture directement sur l'objectif pour pouvoir passer directement à ça et rester avec leur même mémoire mécanique qu'ils avaient de leurs anciens appareils. L'autre truc quand même intéressant qu'on perd, c'est qu'il a un bouton qu'on peut associer à n'importe quel paramètre en plus, et il a aussi un switch pour passer de iris en ouverture automatique à n'importe quelle
d'ouverture physique, cette fois-ci qui est indiquée sur l'objectif et qui n'est pas crantée. L'intérêt étant, encore une fois, pour les vidéastes, d'avoir la possibilité de changer l'ouverture sans faire de clic et progressivement, qui pour une image, quand on passe de l'intérieur à l'extérieur ou n'importe quel autre scénario comme ça, peut être très pratique. Et on arrive à la partie la plus intéressante pour moi de ce comparatif, la comparaison optiquement parlant des performances entre le 85-1.2 et le 85-1.4. Dans les faits, pour avoir testé le 24 mm f1.4 VCM et l'utiliser au quotidien dans mon kit, je m'attendais à ce que, parce que c'est un VCM, il fasse des compromis optiques assez majeurs. Et je dois dire que sur beaucoup de choses, je suis agréablement surpris. Le 24 mm a un vignettage et un détail qui est bien moins important dans les angles à pleine ouverture qu'au centre, et je trouve que la gestion des flares est vraiment tout bonnement mauvaise sur le 24 mm par rapport à ce que d'autres optiques font aujourd'hui. Le 85 mm f1.4, ce n'est pas le cas, c'est une très bonne nouvelle. Les performances optiques dans les angles sont bonnes, même à pleine ouverture, le piqué va être bon à ces endroits-là. On a un vignettage qui est certes un peu plus important que le f1.2, mais qui reste tout à fait gérable. Non, ce qui va vraiment poser problème pour moi, ça va être un autre aspect, c'est la gestion des contre-jours. Alors sur le papier, on est censé avoir 13 éléments en 9 groupes, versus 14 en dégroupes, 9 lamelles de diaphragme versus 11. On va avoir un traitement qui est très bon, y compris aux fluorines et des éléments à basse dispersion, versus la même chose, plus un revêtement super spectra. Donc en théorie, cet objectif est censé être bien meilleur. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les photos qu'on prend avec n'importe quelle source de lumière sur ce 4.5 mm, on va avoir un flare vert prononcé, mais vert fluo, hein, qui arrive directement dans l'optique. Et ça, en plus du fait qu'il gère moins bien les contre-jours tout court, ça va poser très vite problème. On peut se dire que c'est un truc de fanatique, de quelqu'un qui va décider de regarder en comparaison les photos de côte à côte. Oui, c'est vrai. Objectivement, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on fait. Mais quand vous êtes dans des situations qui sont extrêmement challengeantes de lumière, avec un contre-jour très fort, comme l'entrée d'une mariée dans une église, on est en plein mois d'août, la lumière est très forte à l'extérieur, à l'intérieur il fait très sombre, bah oui, vous allez avoir un flot de lumière qui arrive, ça va délaver énormément toute votre image, vous allez avoir une masse sans détail, sans contraste, sans couleur, c'est inutilisable. Et il y a plein de situations dans lesquelles vous allez vous retrouver comme ça. Une photo à contre-jour avec un coucher de soleil d'un couple, il y a plein de situations dans lesquelles ça peut être très joli, mais il faut avoir une optique qui puisse suivre derrière. Le 85-1.2 a toujours suivi, et de manière spectaculaire. Les éléments à basse dispersion dedans sont vraiment hors du commun. Et le 85 mm f1.4, la seule chose que je puisse avoir pour expliquer cette situation-là, à part la taille et le poids évidemment, qui veulent sans doute dire que les éléments sont plus petits, qu'il y a des compromis qu'on ne voit pas sur le papier qui sont dedans, c'est peut-être que le traitement aux fluorines n'est que devant et pas derrière. Ça, je vois même pas ce que ça peut être. Donc ça me surprend beaucoup de voir cet aspect-là dans les performances optiques, là où tout le reste est vraiment très bon. Malgré tout, l'élément qui va faire la plus grosse différence, ça va être le prix. Parce qu'aujourd'hui, le 4.5-1.4 est vendu à 1 800 € chez Panajou, tandis que le 4.5-1.2 est vendu à 3 000 €. Dans la même boutique, 30% de différence entre les deux objectifs, c'est considérable. Qui serait assez fou pour prendre avec tous ces compromis le 4.5-1.2 ? Et c'est là que je vais vous répondre. Le plus évident pour le 4.5-1.4, c'est pour les vidéastes. Évidemment, pour la vitesse d'autofocus, pour le fait qu'il s'intègre parfaitement à la gamme VCM de Canon. À partir du moment où un vidéaste utilise du matériel Canon pour faire ses vidéos, franchement, le 4.5-1.4, c'est même pas une question, c'est un très bon objectif dans la gamme. Et il répond en beaucoup de points à tous les autres problèmes. Les problèmes optiques dont je parle sont un peu moins gênants en vidéo qu'en photo, donc vraiment, pour ce qu'il est capable de faire, pour moi, ce serait même pas une question. Mais là où ça va être le plus complexe, ça va être pour les photographes. Parce que, malgré tout ce que je vous ai dit, pour un photographe pro qui travaille et qui gagne sa vie avec, le fait d'économiser le temps, de gommer les flares verts sur toutes les photos qu'il est présente, d'avoir à gérer et à prendre toujours en compte la position qu'il a par rapport à la lumière, parce que sinon il risque d'avoir un objectif qui ne suive pas, tout ça c'est du temps et de l'énergie qui va payer derrière. Et le fait d'acheter un objectif qui est certes avec un autofocus un peu moins rapide, un peu plus lourd, un peu plus gros, un peu plus cher, mais qui lui permettra d'être tranquille sur ces points-là et de savoir que toutes ces photos suivent, ça fera une grosse différence. Les petits malins me diront que j'ai pas fait attention au fait qu'il y en a un qui soit à 1.4 et l'autre à 1.2, mais concrètement, comme je vous disais, au niveau de la profondeur de champ, f1.2, la plupart du temps, c'est pas spécialement utilisable. On va avoir très rapidement des problèmes de profondeur de champ avec ça. Là où ça fait une vraie différence, éventuellement, ça pourrait être en basse lumière, mais même aujourd'hui, avec les appareils qu'on a, on a une telle montée en ISO propre que, à mon sens, ça, pareil, ne pose pas trop de questions. On peut monter un tout petit peu les ISO pour faire la différence entre 1.2 et 1.4. C'est pas la fin du monde. C'est vraiment sur les questions de ces qualités d'image qui vont être vraiment hors pair sur le 4.5-1.2 et qui n'ont pas été rattrapées sur le 4.5-1.4. C'est un très bon objectif en beaucoup de points, et juste pas parfait pour tout le monde. Donc, d'ici là, n'hésitez, je vais y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous trouvez qu'il y a de l'amateurisme dedans, c'est normal, parce que c'est le cas. Merci de soutenir et de vous abonner en même temps. Ça donnera du baume au cœur et ça permet des projets un petit peu plus gros. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite. Ciao.